Voilà, donc bonjour à tous. Donc Marlène Bonin, je suis technicienne de rivière à la Fédération de pêche de l'Ain. Et je suis venue aujourd'hui vous parler de la préservation de l'écrevisse à pied blanc dans le département de l'Ain, et plus particulièrement de l'opération de translocation des écrevisses menacées du Buisin que nous menons conjointement avec le SR3A, qui est le syndicat de la rivière d'Ain aval et affluent, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc, du coup, moi, au niveau de mon travail, j'occupe à peu près un tiers de mon temps à la thématique de l'écrevisse à l'échelle départementale. Donc, nous avons mis en place donc un plan départemental de préservation de l'écrevisse à pied blanc, car donc c'est une espèce, c'est la seule espèce autochtone qui était encore présente dans le département. Et en 2014, la situation était plutôt floue et inquiétante. De ce fait, nous avons lancé un plan départemental d'action en partenariat étroit avec le conseil départemental de l'Ain, et puis en collaboration avec tous les autres acteurs concernés, que ce soit l'AFB, les associations de pêche, les syndicats de rivière, etc. Ce plan d'action a pu être permis grâce au financement de l'Agence de l'eau à 50%, du Conseil départemental à 30%, et puis de la Fédération nationale pour la pêche en France à 12%. Donc, il était initialement prévu pour 4 années, de 2014 à 2017, avec une grosse phase d'acquisition de connaissances, majoritairement. Ce plan est reconduit annuellement depuis, avec aujourd'hui principalement une phase de mise en place et proposition d'actions de préservation, et puis une veille indispensable des populations connues. Il y a un léger ralentissement des actions, car cette année, nous avons perdu notre principal financeur, qui est l'Agence de l'eau, qui finance plus donc, les actions concernant la préservation de l'écrevisse à pied blanc. Donc, notre plan d'action s'articule en plusieurs phases. Donc, une phase d'acquisition de connaissances, réalisée grâce à des prospections donc, nocturnes, de recherche de nouvelles populations, de confirmation d'extinction de populations, de suivi de populations connues, et puis de suivi de progression d'écrevisses allochtones. Donc, ces différentes prospections ont permis de mettre en évidence donc, la présence d'une espèce autochtone, l'écrevisse à pied blanc, contre 3 espèces allochtones. Donc, nous avons l'écrevisse américaine banale, l'écrevisse de Californie et l'écrevisse de Louisiane. La totalité de ces prospections donc, a permis de mettre en évidence l'écrevisse à pied blanc sur 41 sites de présence, avec notamment 37 sites de population connus. Sur les 4 autres sites, ce sont des individus isolés, donc on ne connaît pas l'état de la population encore. Donc, parmi ces 37 populations, il y en a 3 qui ont été découvertes en 2018, comme quoi le maintien de ce plan d'action est vraiment bénéfique et nécessaire. Si on s'intéresse donc à la répartition de l'écrevisse dans le département de l'Ain en 2018, on se rend compte que donc, les populations d'écrevisses à pied blanc sont plutôt centrées, je veux dire, sur la partie est du département, qui concerne plutôt des petits cours d'eau salmonicoles, préservés de têtes de bassin versant, bien oxygénés. Donc c'est les petits ronds verts, avec une population découverte en 2017, donc au nord-est, qui présente quant à elle une anomalie de répartition. On n'a pas pu procéder à des analyses génétiques car on l'a découverte récemment, mais ce serait intéressant d'analyser cette population-là. Et quand on regarde le linéaire colonisé par les écrevisses allochtones, on se rend compte qu'elles colonisent surtout donc, des grands milieux comme le Rhône ou la rivière d'Ain, et plutôt donc, la partie ouest du département. On a majoritairement donc, l'écrevisse américaine et puis de l'écrevisse signale aussi qui est présente, et en moindre de quantité, donc l'écrevisse de Louisiane. Donc ensuite, nous avons procédé à des analyses génétiques réalisées donc, par Frédéric Grandjean de l'Université de Poitiers pour confirmer donc, l'espèce Ostropothamobus palipes sur les différentes populations. Ces analyses ont permis de mettre en évidence 5 populations pour lesquelles qui présentent des caractéristiques génétiques qui sont propres au département, qui ne sont pas retrouvées ailleurs en France, donc qui revêt un enjeu de conservation majeur. Donc la totalité de nos populations n'ont pas été encore analysées, il nous en reste les nouvelles qu'on a découvertes à analyser. Nous avons également procédé à la recherche de pathogènes, donc, afin d'évaluer le taux d'infestation de certaines écrevisses allochtones et éventuellement de mettre en évidence de l'origine de la mortalité lorsqu'on avait des écrevisses à pied blanc qui ont été décimées. Donc,
Ensuite, une seconde phase de diagnostic des populations et des cours d'eau prioritaires, avec la réalisation d'une fiche expertise par population, qui se veut être un outil d'aide à la gestion et qui est régulièrement actualisé par les connaissances que nous avons. Et puis également, nous avons pu mettre en place sur 4 cours d'eau un diagnostic approfondi de la population et du bassin versant, avec capture, marquage, recapture, analyse du macrobenthos, analyse de la qualité de l'habitat physico-chimique. Donc on s'est consacré sur ces cours d'eau-là, car c'était 3 cours d'eau qui étaient orphelins de gestion en 2016, et puis il y avait un cours d'eau dans le cadre d'un contrat rivière. Ensuite, nous avons une troisième phase dans notre démarche de définition et de mise en œuvre de plans d'action locaux. Cette phase, donc dans cette phase-là, la fédération n'est pas encore maître d'ouvrage dans la réalisation de travaux de restauration. On a plutôt un rôle d'appui technique et c'est plutôt les syndicats de rivières qui vont mettre en œuvre des travaux de restauration. Et donc, parmi les opérations que nous suivons, il y a donc l'opération de sauvetage des écrevisses du Buisin, qu'on mène avec le SR3A. Cette population du Buisin présente des caractéristiques génétiques particulières, donc elle figure parmi les 5 qui sont prioritaires pour nous. Donc, dans le contexte, alors cette action donc, est menée en collaboration avec le SR3A qui est en charge de la partie administrative, donc tout ce qui est demande d'autorisation de capture, transport d'espèces protégées, et puis de rédaction de conventions avec les détenteurs de droits de pêche sur le ruisseau du Buisin. Nous nous occupons de la partie technique. Et puis nous avons des échanges réguliers avec l'AFB et le conseil départemental. Donc, le ruisseau du Buisin est un petit cours d'eau calcaire qui s'écoule au sein du massif du Bugey. C'est un affluent de l'Albarine, pour ceux qui visualisent, qui se jette dans la rivière d'Ain. Donc, tandis que la partie aval du cours d'eau est plutôt artificialisée, elle est notamment busée au niveau de sa confluence sur un long linéaire. La partie amont présente une bonne qualité d'habitat et l'écrevisse colonise environ 1 km sur ce secteur-là. La qualité habitationnelle du Buisin est plutôt bonne, avec un substrat diversifié, la présence de nombreuses caches et des branchages, racines tout à fait attractifs pour l'écrevisse. Donc, ce cours d'eau-là présente une particularité, puisque cohabitent donc 2 espèces, l'écrevisse de Californie et l'écrevisse à pied blanc. Donc, on peut voir l'écrevisse à pied blanc sur le linéaire vert, donc c'est la partie amont du cours d'eau, et l'écrevisse de Californie sur le linéaire rouge. Donc, cette cohabitation entraîne des risques de contamination donc, par la peste, par les écrevisses cygnes, une forte compétition également des écrevisses cygnes, qui ont donc des traits biologiques plutôt favorables par rapport à l'écrevisse à pied blanc. Donc, on sait que cette population d'écrevisses à pied blanc est directement menacée et à long terme et moyen terme court un réel danger d'extinction. De ce fait, le SR3A a décidé d'implanter un seuil infranchissable sous un pont. Cette solution a été envisagée car la configuration le permettait. Donc en fait, c'est un seuil en bois qui est précédé d'une plaque en inox et de 2 plaques en inox de chaque côté qui sont ancrées dans le mur. Le pont est haut de plusieurs mètres, donc du coup, il n'y a pas de possibilité pour les écrevisses de remonter de chaque côté. Et il est en inox, donc il n'y a pas de possibilité de franchir l'obstacle. Il est franchissable par la truite. Donc voilà. Donc de ce fait, l'installation de ce seuil a scindé la population d'écrevisses à pied blanc en 2, avec une population qui se trouve donc en aval du seuil, qui est condamnée par la progression des écrevisses cygnes. Donc c'est cette population-là que nous avons décidé de sauver et d'aller introduire sur d'autres milieux. Donc l'objectif de cette opération est double: sauvegarder une partie d'une population vouée à disparaître et introduire ou réintroduire l'écrevisse à pied blanc dans un cours d'eau qui n'est actuellement pas colonisé par l'espèce. La démarche d'étude a été en premièrement une phase de sélection du site, puis une phase de réintroduction et enfin il y a une phase de suivi. Concernant la phase de sélection du site, donc l'écrevisse à pied blanc, c'est une espèce particulièrement exigeante et vulnérable, qui est donc bioindicatrice de la qualité des milieux. Donc, parmi les facteurs déterminants, la présence et l'abondance des écrevisses, on sait que la thermie a un rôle essentiel, c'est le facteur qui conditionne le plus la répartition des espèces aquatiques. Donc, l'écrevisse à pied blanc est une espèce sténotherme d'eau froide, c'est-à-dire qu'elle a besoin de températures fraîches et constantes.
De ce fait, nous avons posé une sonde de température pendant une durée d'1 an sur chaque cours d'eau potentiel pour avoir une chronique de température suffisante. Là vous est présenté le graphe de température du Buisin. Donc les exigences de l'écrevisse en termes de température, on sait que l'écrevisse se reproduit une fois par an à l'automne. Elle se reproduit lorsque la température chute en dessous des 10 degrés. Là, on constate que c'est pour la période de 2015 située à mi-octobre. Elle a besoin d'une période d'incubation de 1640 degrés jour, plus ou moins 1640 plus ou moins 300 degrés jour qui sont nécessaires au développement des œufs. Et ensuite, l'éclosion se déroule au printemps. Donc ici, on se situe plutôt à début mai. Pour la croissance, une température de 15 degrés est nécessaire, avec un optimal estival situé à 16 degrés et un maximum en été de 21 degrés. Donc on se rend compte que le métabolisme thermique du buisin est plutôt optimal par rapport à ces considérations. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'aujourd'hui, on étudie des populations d'écrevisses qui sont réfugiées donc dans des petits cours d'eau, qui constituent environ 5% des populations qui restent encore. Donc, ce n'est pas le milieu idéal et optimal, originel de l'écrevisse, en fait. Donc, concernant les autres facteurs déterminants, la présence de macro-invertébrés, l'écrevisse à pied blanc est une espèce, un régime alimentaire omnivore à tendance détritivore. Elle ingère des déchets, des débris végétaux et des feuilles mortes en décomposition, mais également des macro-invertébrés, qui donc constituent une ressource trophique importante. Également, les travaux du professeur Grandjean ont pu mettre en évidence la corrélation entre la présence d'écrevisses à pied blanc et des similitudes avec les peuplements d'éphéméroptères, trichoptères, plégoptères, et particulièrement la présence d'éphéméroptères. De ce fait, nous avons sollicité Frédéric Grandjean pour qu'il fasse des prélèvements d'éphéméroptères sur nos cours d'eau candidats pour déterminer à l'espèce les différentes espèces présentes. Sur le Buisin, on a obtenu 9 espèces différentes d'éphéméroptères. Les autres facteurs déterminants sont tout d'abord la pérennité des écoulements. En effet, une quantité d'eau suffisante et indispensable, notamment avec les épisodes de sécheresse que nous avons connus ces dernières années. Donc, on essaye de choisir des milieux où on est persuadé, on est sûr que les écoulements sont permanents. Ensuite, au niveau de la ripisylve, une ripisylve qui permet un ombrage suffisant pour l'écrevisse, afin de limiter les amplitudes journalières qu'elle a du mal à supporter, notamment en été. Également, la ripisylve a un rôle d'apport de matière organique, de litière. Pardon. Et ensuite, la présence d'une mosaïque d'habitats et des cages disponibles. Donc en effet, les juvéniles et adultes vont se partager différents habitats, tandis que les adultes vont plutôt occuper des systèmes racinaires plutôt conséquents. Les juvéniles vont occuper des systèmes racinaires de type radicelle plutôt. Également, on sait qu'ils ont une occupation des habitats qui est différente la nuit, comme la nuit et du jour. Donc durant la nuit, elles sont plutôt abritées dans les berges, dans les branchages, les racines, tandis que la nuit, j'ai dit l'inverse, le jour, elles sont plutôt abritées, et tandis que la nuit, elles occupent plutôt des substrats minéraux de type bloc, gravier, galets. Donc, nous avons sollicité 2 bureaux d'études pour expertiser les cours d'eau par expertise diurne. Donc, au niveau des cours d'eau du Haut-Bugey, nous avons sollicité le bureau d'études Cialis-Eau, et au niveau du secteur Bas-Bugey, Théo Dupéret du bureau d'études Soléo. Donc on peut voir à droite, c'est Théo qui regarde avec son aquascope les différentes caches disponibles. Si ces caches ont été récemment nettoyées, qui peuvent être un indice de présence de l'écrevisse. Ce qu'il faut avoir à l'idée avec tous ces paramètres théoriques de présence et d'abondance d'écrevisses, c'est la notion de complexe paramétrique équivalent, qui signifie qu'un facteur favorable peut être parfois compensé par un autre facteur défavorable. Parfois, on a une qualité d'habitat qui n'est pas optimale et qui est compensée avec une très bonne qualité de l'eau, et on a des écrevisses qui sont présentes. Et inversement, on peut trouver des écrevisses dans des cours d'eau
Donc avec un très bon habitat et puis des teneurs en nitrate qui peuvent être surprenantes parfois. Donc ces facteurs se compensent. Les autres critères favorables à la réintroduction que nous avons pris en compte, donc c'est l'absence de population d'écrevisses à pied blanc à proximité des sites qu'on voudrait réintroduire. Également, si nous avons des données de présence historique d'écrevisses à pied blanc et que l'origine de l'extinction de l'espèce a été identifiée et on sait que cette perturbation n'a plus cours, c'est un atout également. L'absence d'écrevisses invasives à proximité ou alors si elles se trouvent séparées par un infranchissable naturel ou artificiel est un facteur à prendre en compte. Un linéaire à coloniser plutôt suffisant pour une phase de réintroduction et donc un site préservé des perturbations majeures. Donc pour résumer, dans la phase de sélection du site, nous avons procédé à un pré-ciblage des cours d'eau avec un recueil de données existantes, de témoignages, et puis en se basant sur nos connaissances actuelles. Puis nous avons sollicité une expertise par des spécialistes de différents cours d'eau, et cette expertise a abouti à une liste hiérarchisée des cours d'eau candidats à une réintroduction. Donc notre méthode de réintroduction, nous débutons par une prospection de vérification d'absence d'écrevisses. Nous prospectons donc de nuit tout le linéaire afin de vérifier l'absence de l'écrevisse en s'assurant bien que sur un site témoin à proximité que les écrevisses sont bien actives. Ensuite, nous procédons à un test de survie de 10 individus qui sont introduits dans le milieu durant minimum 15 jours, qui sont disposés dans des viviers afin de... Là, c'est pour identifier s'il y a un gros souci de qualité d'eau et si elles survivent pas. Donc, nous ne procédons pas à la réintroduction. Donc, cette phase-là, elle se déroule plutôt au mois de juillet. Ensuite, la capture, ce serait plutôt en août à septembre que nous la réalisons. Nous prélevons donc à la main 200 à 300 individus par site potentiel à réintroduire. Dans les zones profondes, nous procédons à une capture par la pose de NAS à pâté. Ensuite, donc ce sont des individus qui sont supérieurs à 50 cm que nous sélectionnons en respectant un sexe ratio mâle-femelle de 1,1 à 1,3, c'est-à-dire un mâle pour une femelle ou un mâle pour 3 femelles. Ensuite, au niveau du transport, nous les transportons simplement dans des viviers avec de la mousse humide pour créer la mousse humidifiée, donc pour créer une zone humide. Nous ne les transportons pas dans de l'eau oxygénée avec un dispositif. Juste de la mousse, ça suffisait. Et ensuite, au niveau de l'introduction, donc on veille à les introduire avec précaution parce qu'elles ont passé un certain temps hors de l'eau. Donc du coup, pour qu'il n'y ait pas de variation thermique trop importante, on les asperge avec un petit peu d'eau du cours d'eau avant de les introduire. Et il faut être précautionneux également à expulser l'air des branchies. Donc du coup, on manipule un petit peu l'écrevisse à la verticale pour expulser l'air. Ensuite, on respecte une répartition de un individu par mètre carré pour ne pas surcharger les cages disponibles, tout en respectant également un sexe ratio. Donc, les individus sont comptés, sexés et bien vérifiés pour pas qu'il y ait de risque que l'on introduise des écrevisses signales. Donc, ainsi, nous avons procédé à 4 réintroductions. En 2016, sur le ruisseau de la Rodin. En 2017, le Mer d'Arrée et le Flon, et en 2018, le Rébit. Donc en général, nous avons procédé à 232 à 289 individus par site introduits, tout en respectant du coup les sexes ratios de 1 à 1,9 au maximum. Le cours d'eau sur lequel nous avons le plus de recul est donc le ruisseau de la Rodin en 2016 que nous avons donc introduit. Les observations d'écrevisses en 2017 sur ce ruisseau-là sont de 60, puis en 2018 de 42, ce qui correspond environ à 15 à 20% d'individus observés par rapport aux individus introduits. Quand on sait que lors des prospections nocturnes, on observe en général 15 à 20%, justement, voire 30% d'individus actifs, ces résultats sont plutôt encourageants. Sur le Mer d'Arrée, seulement 4 à 3, et puis 3 individus ont été observés. Donc là, on s'interroge sur la réussite de cette opération. Après, c'est un cours d'eau avec des grandes vasques qu'il est difficile de prospecter. Donc, nous faisons un suivi avec la pose de NAS. Donc, on va répéter l'opération avant de conclure à un véritable échec. Sur le Flon également, une bonne proportion d'individus observés par rapport aux individus introduits, ce qui est plutôt encourageant.
Donc notre indicateur de suivi est le linéaire colonisé, en débutant bien 500 mètres en aval de la zone introduite et en allant au-delà, 500 mètres en amont. En cas d'observation d'écrevisses, une seule prospection par an de suivi est suffisante, sinon on renouvelle. Donc nous faisons simplement un comptage visuel avec un bornage amont-aval. Donc les résultats encourageants donc, sont ceux de la Rodin, avec une bonne proportion d'individus observés, donc avec une bonne survie estimée, une acclimatation des individus, et également des signes de reproduction qui ont été tout à fait encourageants. Donc en 2017, on a observé donc, en juillet 5 femelles qui étaient porteuses de juvéniles sous l'abdomen, donc un témoin d'une reproduction. C'est un petit peu tardif au mois de juillet, mais au vu de la thermie, c'est plutôt concordant. Et ensuite, en 2018, des petits individus de 3 cm, donc qui témoignent d'une survie hivernale de ces individus-là. Donc en conclusion, le ruisseau du Buzin donc, est un cas vraiment particulier, avec une population d'écrevisses à pieds blancs qui était directement menacée. Cette opération reste expérimentale, il n'y a pas de protocole normé d'introduction. La méthode de suivi que nous mettons en œuvre, elle est volontairement peu intrusive. Nous procédons à de simples observations visuelles. Il n'y a pas d'opérations de CMR qui sont prévues pour l'instant. Les populations sont trop fragiles pour faire cela. Donc la réussite ou l'échec d'une telle opération ne sera visible que dans 7 ans, qui correspond à peu près à la période de stabilisation de la population. Et enfin, je voudrais juste évoquer le fait que cette opération de translocation de population n'a pas vocation à devenir une mesure compensatoire, avec notamment dans un cas où on voudrait déplacer en totalité une population d'écrevisses à pieds blancs et les dérives que ça pourrait entraîner. Voilà. Donc du coup, notre action est reconduite en 2019 et nous espérons pouvoir réintroduire les écrevisses dans 1 à 2 cours d'eau supplémentaires. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Marlène. On a le temps de prendre quelques questions avant de vous libérer pour la pause repas. Vous avez tous faim? Bonjour, Célia Marchetti de la DDT de l'Allier. Je me posais la question par rapport au seuil que vous aviez placé. Vous avez dit un seuil infranchissable. Oui. Et donc, je me posais la question au regard des autres espèces. Comment ça a été géré? Alors, donc sur le cours d'eau, les autres espèces présentes, c'est la truite. Et il est infranchissable pour l'écrevisse par sa structure. En fait, l'écrevisse elle a la capacité donc d'escalader des substrats rugueux. Donc là, le choix de plaques en inox était fait pour cela. Mais il fait 30 cm de haut, donc il est considéré comme plutôt franchissable pour la truite. Voilà. Du coup, il n'y a pas d'autres espèces de type loutre, plus 30 cm. Sur ce milieu-là, du coup, non, c'était les seules espèces présentes. Le classement du cours d'eau. Liste 1, liste 2. Liste 1. Et l'accueil de la DDT. Pour il n'y a pas eu de. Alors moi, j'étais pas à l'origine en 2015, j'étais pas présente, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de soucis. Quand on a mis en évidence l'enjeu majeur et puis vraiment le risque direct d'extinction, donc il n'y a pas eu de soucis. Puis la configuration permettait de faire quelque chose de vraiment efficace, donc pas la possibilité de remonter sur les côtés. Aurélien Madevant, syndicat Véroson dans le Puy-de-Dôme. C'est pas forcément tout lié à la présentation, ça peut être une question pour Théo, pour plein d'autres acteurs. Est-ce que, parce que vous avez parlé des cours d'eau éphémères pour réintroduire les écrevisses, donc les pieds blancs, est-ce qu'il est noté des fois des disparitions de certains invertébrés, notamment tout ce qui est trichoptère, donc les bestioles qui ne vont pas beaucoup bouger, on va dire, lorsqu'on a de la présence de Pachyphastacus ou autre espèce? Et donc ça peut être une question fédé de pêche, bien sûr. Donc disparition de certains invertébrés. Et est-ce que vous avez noté des diminutions, par exemple, aussi de population d'Orconectes quand on a la présence de Pachyphastacus ou autre? Moi, ça, c'est des observations purement de terrain, de techniciens. C'est-à-dire que des cours d'eau où il y avait du tricot, aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus, et on soulève une pierre, on a de la Pachyphastacus.
et un lac où on avait beaucoup d'Orconectes au début. La Passif s'est installée aujourd'hui et c'est de la propre vision, hein, il n'y a pas eu de piégeage de suivi, mais l'impression d'avoir plus de passifs aujourd'hui et quasi plus de Orconectes, voire plus du tout d'ailleurs. Voilà, est-ce que vous avez des évolutions sur les invertébrés ou sur les espèces entre elles? Ça peut être une question Alors, générale. Hein. sur les milieux où il y a les écrevisses allochtones qui sont présentes, on n'a pas énormément de données. C'est pas des milieux qu'on a priorisés à étudier. En fait, pour des questions de moyens et de temps, on se consacre plutôt sur les écrevisses à pied blanc et on fait un suivi de la progression des écrevisses invasives quand elles sont proches de l'écrevisse à pied blanc, mais on n'est pas allé au-delà pour étudier vraiment l'évolution et puis la composition peut-être. Alors, en ce qui concerne l'impact des passifs sur le milieu, ça n'a pas été encore étudié et ça demande effectivement des études sur du long terme. Donc il est difficile en faisant un seul IPGN de se rendre compte effectivement de l'impact parce qu'il faut avoir un état initial avant déjà, ce qui est difficile à obtenir. En ce qui concerne les interactions entre espèces, nous avons fait des tests en aquarium, en milieu contrôlé. Et effectivement, quand vous mettez une Passif astacus de même taille qu'une Orconectes, au bout de 2 jours, l'Orconectes est boulottée par la Passif. Et en plus, la dynamique de reproduction est beaucoup plus forte pour la Passif. Donc, en cas de confrontation, effectivement, c'est la Passif qui gagne sur l'Orconectes. C'est en tous les cas la Clerquie qui gagne sur les 2 autres. Quoi qu'il arrive. Avec ses pinces très longues, très agiles, très coupantes, elle commence à couper les pinces des autres congénères et après, le travail est facilité. Hein. Oui, Pierre-François Prévitali. Juste un retour d'expérience. Du coup, travaillant sur les espèces aquatiques, écrevisses, moules perlières ou autres début indicateurs comme le chabot. Il y a des sites à Chabot que je suis depuis une dizaine d'années en partenariat avec les fédérations de pêche et pour lesquels on avait des états initiaux assez précis et avec notamment antérieurs à l'arrivée de Passif astacus. On a clairement il semblerait, il y a quand même une corrélation entre l'arrivée, le développement des populations d'écrevisses de Californie, qui finalement occupent un peu la même niche écologique là, aux compétitions pour l'habitat avec le chabot, qui vit sous des blocs, etc., qui pond aussi au printemps. Et en tout cas, moi j'ai l'impression clairement qu'il y a une corrélation entre l'arrivée des écrevisses de Californie et la diminution de certaines espèces patrimoniales comme le chabot. Donc probable que... Voilà. Et je crois que voilà, ça a commencé à sortir quand même pas mal dans des publications. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des réactions? Oui, donc pour le chabot, ça avait été aussi vu dans les Vosges, je crois. Oui, ça avait été vu dans les Vosges. Pour les publications, il y en a quelques-unes qui commencent à traiter de la prédation, de comparaison de prédation sur les litières ou sur les invertébrés entre Passif astacus, je crois, et Astacus astacus. Mais c'est des choses très, très préliminaires, enfin, bon, à mes yeux. On n'aborde pas toutes les questions de fond. Et par contre, sur un petit ruisseau en Drôme, j'avais observé, moi, la réduction drastique des trichoptères suite à l'arrivée de Passif astacus. Et après, c'est une observation. Hein. Dernière réaction, on va passer à table. Très vite. Donc Pierre-Étienne Huiguet, technicien rivière, syndicat Lot d'Ourdou en Lozère. On parlait des impacts. Est-ce qu'on a fait un lien ou quelqu'un a déjà fait le lien et détaillé tout ça entre l'augmentation de la présence de la loutre et la nouvelle ressource en développement du coup de ces espèces exotiques? La plaquette qui était la plaquette qui est disponible de Charles Le Marchand l'a fait état justement de l'avancée colossale de la loutre suite à l'arrivée de Passif astacus.
Alors, oui, très près, effectivement. Donc, la plaquette fait état de la progression de la loutre, de l'utilisation de la loutre par la ressource alimentaire importante générée par l'arrivée de Passifastacus leniosculus. Après, sur d'autres secteurs où l'écrevisse à pattes blanches est présente, la loutre en profite tout autant. Donc, il faut aussi relativiser. Il y aurait de l'écrevisse à pattes blanches, la loutre en profiterait aussi. Moi, j'avais une question par rapport à votre présentation là, qui est fort intéressante. Du coup, il se dégage une différence de succès, peut-être, enfin, à confirmer dans les prochaines années. Ouais. Mais en l'état actuel, est-ce qu'il y avait, par rapport à l'état initial qui avait été fait, est-ce qu'il y a une différence, enfin une raison qui émerge pour laquelle il pourrait y avoir une différence de succès entre les cours d'eau étudiés? Est-ce qu'il y a des paramètres qui différaient assez nettement entre l'un et l'autre des cours d'eau qui pourraient commencer à Eh être une bien, piste de... oui, eh bien par exemple la Rodin, qui figurait parmi le premier cours d'eau le plus intéressant à réintroduire. Donc, c'est sur celui-ci qu'on voit des... Il y avait une bonne diversité d'éphéméroptères, alors que par exemple en comparaison sur le mer d'Arrêt, peut-être un petit peu moins, c'était un cours d'eau un peu plus frais, donc peut-être ces éléments-là. Donc ça jouerait plus sur les éphémères toujours. Ça m'épate cette histoire d'éphémères, mais c'est génial, ouais. Enfin, faut creuser ça. Non, mais c'est... là, j'ai du mal à expliquer en fait le phénomène, même si on peut penser que ce serait un indicateur pertinent du coup à la fois d'un certain niveau de qualité d'eau et d'un habitat favorable en fait. Mais j'ai du mal à imaginer que ça peut être aussi spécifique sur ce groupe d'éphémères qui n'est pas non plus qui n'a pas non plus les exigences les plus fortes, quoi. Donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir retrouver ça aussi sur d'autres groupes d'éphémères équivalents. Enfin voilà, c'est tout un champ à développer, mais je sais que tu vas le faire, Frédéric. C'est bien. Coralie, tu veux répondre à cette question? On va laisser ma stagiaire s'exprimer. En fait, on fait juste un constat, on regarde sur les sites à APP, à pattes blanches, quel genre d'éphéméroptère on a, combien on en a. Et on constate que sur la majorité des sites à APP, il y a plus de 4 genres d'éphéméroptères. Éventuellement, même, on a regardé les plécoptères. Il y aurait peut-être une famille minimum de plécoptères aussi, sur genre 87% des cours d'eau. On en avait 87 justement de cours d'eau, sortis de banques de données et de rapports d'études. Et du coup, on se dit que c'est un critère qui garantit la favorabilité du site potentiel d'accueil en qualité d'eau et en diversité d'habitat, parce que certains spécialistes ont dit que certains genres d'éphéméroptères utilisaient les graviers, les radicelles, sous les pierres, et, voilà. Et les autres, les leptophlébidés, sont de groupe indicateur 7 et donc garantissent une certaine oxygénation de l'eau, puisqu'ils sont sensibles à la pollution organique. Et quand on a beaucoup de matière organique dans un ruisseau, il va y avoir consommation d'oxygène pour l'utiliser et donner de l'énergie aux organismes qui s'en nourrissent. Et à partir du moment où une espèce est présente, qu'elle soit présente en nombre ou pas, ça veut dire qu'elle peut être présente dans le milieu parce que l'oxygène lui suffit. Sinon, elle ne serait même pas présente. Donc, peu importe. Enfin, déjà, elle garantit un certain niveau d'oxygénation du milieu à partir du moment où quelques individus s'y trouvent. Oui, rapidement, dans toutes les populations naturelles, aussi bien au niveau des écrevisses, il y a des écrevisses avec des faibles densités. Il y a d'autres cours d'eau beaucoup plus productifs où les densités sont beaucoup plus importantes. Donc on utilise plutôt les éphéméroptères comme bioindicateurs de la qualité globale de l'eau, plutôt qu'un indicateur finalement de densité ensuite populationnelle de l'écrevisse. Donc effectivement, il y a des cours d'eau en fonction de la minéralisation
eh bien effectivement, ils sont beaucoup plus riches que d'autres. Et l'abondance ne joue pas forcément sur la qualité de l'eau. Ensuite, les écrevisses ont un régime plutôt omnivore. Donc l'essentiel pour elles, c'est qu'il y ait de la ripisylve et de la litière qui tombe dans les cours d'eau, parce que c'est quasiment leur principale source de matière organique, même si elles se nourrissent également de macro-invertébrés ou autres ressources. C'est très opportuniste, hein.